organiser des conférences. Donc nous avons des dates sur Toulouse, nous espérons avoir d'autres dates sur Saint-Hippolyte. Voilà, donc le choix a été fait de promouvoir des auteurs locaux dans un premier temps et aller plus loin hors du pays catalan dans un deuxième temps. Donc nous commencerons ce soir par M. Hervé Vigier qui va vous parler des débuts des mythes dans l'Antiquité. Ensuite, notre prochaine date est le 27 février sur Toulouse, à la médiathèque de Toulouse, où là nous aurons Nathalie Hong qui va nous parler du contexte du livre qu'elle a écrit, La danseuse de Saïgon, sur l'histoire qui se rapporte à l'histoire de ses parents qui sont partis vivre en France et qui ont échappé à la guerre du Vietnam. Donc elle va raconter ce contexte historique que ses parents ont vécu. Voilà, donc pour l'association, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je passe le micro à la mairie. Je change de Catherine. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à excuser Madame le maire, qui ne peut pas être là ce soir, c'est la Sainte-Barbe. Et comme chaque année, elle est invitée au centre des sapeurs-pompiers à Saint-Laurent, donc elle ne peut pas être avec nous ce soir. Pour certains, j'excuse son mari aussi, qui connaît pas mal de monde ce soir ici, et il avait très mal à la jambe suite à sa chute, donc il n'a pas pu être là. Donc voilà, les excuses étant faites, avec Monsieur Marcotte, qui est élu aussi de la commune. Nous sommes tous les deux donc pour représenter la commune. Ben, je souhaite la bienvenue au nom de la municipalité à l'association donc Harry Banquet, c'est ça? Le banquet. Les arts de la culture et des sciences. C'était un raccourci. C'était un raccourci, voilà. Et donc, c'est la première fois, bien sûr, que vous venez chez nous et j'espère qu'il y en aura d'autres. On en a parlé avec Cécile. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera ici. C'est bien de promouvoir les auteurs locaux. C'est vraiment, on a une association qui elle, c'est pour les chanteurs locaux, amateurs, et ils apprennent. Et donc là, c'est pour les auteurs. On est vraiment très favorable à accueillir des associations de cet ordre. Donc vraiment, bienvenue à Saint-Hippolyte. J'espère que cette conférence par M. Vigier va vous faire plaisir à tous. Bienvenue à Saint-Hippolyte, très très belle conférence débat et une très belle soirée à vous. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Alors moi j'avais un petit mot pour remercier la mairie et particulièrement leur réactivité. J'ai envoyé un mail, 1 heure après le mail était envoyé à M. Coutereau, le directeur de la médiathèque. Il m'a téléphoné dans l'heure qui a suivi et nous avons réussi de suite à bloquer une date. Il m'a accueilli vraiment très chaleureusement. La salle elle est magnifique. Tout est à notre disposition, les tables, les chaises. Derrière, nous avons tout ce qui est logistique, four, frigo à notre disposition. Vraiment, ça nous a simplifié notre venue. Donc vraiment un grand merci parce que ce n'est pas facile. On arrive comme ça, on explique ce que l'on fait et bon, souvent il y a des plannings très serrés. Mais là, bien sûr, on a été très, très bien accueillis. Donc, un grand merci au nom de toute l'association. Et alors, normalement, nous avons 2 auteurs qui aimeraient donc venir sur Saint-Hippolyte. Donc, nous avons une jeune femme, Audrey Jonca, qui a écrit un livre. Demain sera mieux qu'hier. Donc, elle va essayer de venir au mois de février, si les dates coïncident avec le planning de tous. Et ensuite, Christian Dang, qui, lui, a écrit un livre, Hannibal, qui traite de notre région à l'époque de son passage pour franchir les Pyrénées et aller sur Rome. Donc ça sera plutôt au mois de mars. Donc c'est pour ça que lorsque vous êtes arrivés, on nous a demandé si vous pouviez nous donner votre adresse mail, parce que si vous êtes intéressés, voilà, on va se faire un petit fichier de personnes pour vraiment vous toucher directement et vous envoyer à chaque fois les informations. Ce n'est pas la publicité, c'est juste voilà, pour vous informer. Le petit Saint-Hippolytain, la vie de Saint-Hippolyte joue le jeu aussi en publiant, et la médiathèque aussi, donc merci à tous. Et je crois aussi dans Archipel Contre-Attaque, il y a eu des articles qui sont passés, donc voilà, pour avoir de la visibilité. Parce que c'est toujours bien de faire quelque chose, mais il faut que les gens sachent que ces choses existent. Donc la communication est toujours difficile. En tout cas, merci à vous.
Je vous souhaite un bon débat avec une belle conférence et de temps en temps mettre un petit peu de musique pour que nos neurones ingurgitent ce qu'on entend et qu'on puisse continuer tranquillement. Merci. Fatigué que je baisse trop, vous me faites signe, mais je pense que c'est plus facile de faire passer les messages. Et donc, ce soir, je vais vous parler de ce qui était l'état d'esprit du livre quand j'ai commencé à l'écrire. J'ai mis 2 ans pour l'écrire, mais il représente 20 ans de travail. Je ne suis pas ni philosophe, ni historien, mais j'ai une quête. Et dans cette quête, chaque fois que je découvre quelque chose, je le note. Après, il faut retrouver les différentes notes, mais ça finit par faire quelque chose qui, quelquefois, me donne une idée, et ça a été ce livre. Et la question qui est posée, et qui vient de Saint-Exupéry, et c'est même pas une question, c'est une exclamation: tant d'hommes et si peu d'humanité. Et je pense que ça fait 90 ans maintenant qu'il avait exprimé cette exclamation, et je pense qu'on en est toujours au même point, si ce n'est encore pire. Donc, quelle réponse apporter? Eh bien, la réponse que j'essaye d'apporter, c'est dans un premier temps d'aller dans les racines de l'humanité pour voir justement ce qui, à l'époque préhistorique et ensuite dans l'Antiquité, avait pu constituer une humanité que nous aurions perdue. Et c'est donc ce travail sur lequel nous allons échanger ce soir. La partie la plus ancienne, c'est la préhistoire. Alors la préhistoire, ça je le savais depuis longtemps parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis le plus jeune âge. On avait l'impression d'avoir comme arrière-grand-père une espèce de singe tout à fait inculte qui ne connaissait que les moyens de se défendre et absolument avec une irréflexion totale. Je vais vous poser une question. Le feu, c'est un élément moteur de la partie civilisation. À combien est-ce que vous pensez qu'il remonte en nombre d'années avant notre ère ou à partir de maintenant? Alors, qui dit quelque chose? Vous ne précipitez pas tous à la fois. Il y en a un qui compte. Alors si je compte, là, je n'ai pas arrivé. Je n'ai pas arrivé au bout. Des millions d'années, non? 10 000. Ah. Enfin, moi je dis. Qui dit mieux? Moi j'ai dit des millions. Je ne dis pas 10 000, mais je dis plusieurs millions. Plusieurs millions d'années. C'est vague, mais bon. C'est vague. C'est une grosse vague, là. C'est vague. Bon, alors. Il y a plus d'1 million, vous avez raison. Il y a 1 700 000 ans. Ah, il y a un million. Donc vous étiez la plus proche. Ah, merci. Donc j'ai gagné. Vous avez déjà pour l'apéritif quelqu'un qui aura droit. 1 700 000 ans, déjà, il y avait la maîtrise du feu. Alors, on sait que ça a commencé par l'éclair, l'orage, des incendies, qui a effectivement permis à l'homme de voir le feu et de comprendre comment ça fonctionnait. Mais on ne sait pas
à partir de quel moment exact il l'a complètement maîtrisé. Les premiers temps, il le prenait là où ça se déclarait et il le conservait. Après, il a su le faire lui-même. Là, on ne peut pas savoir si les cendres elles viennent du fait qu'il ait récupéré le feu ou du fait qu'il ait créé le feu. Mais de toute façon, on sait que l'homme de Néandertal, lui, domestiquait complètement le feu. Donc, déjà, ça permet de ne pas voir la préhistoire comme un temps complètement arriéré, mais au contraire comme extrêmement vivant, comme capacité de nous donner des leçons, parce qu'on a toujours tendance à vouloir en donner, mais pas en prendre. Et en ce qui concerne donc les dates importantes, Tautavel, parce que là, vous devriez savoir. 450. Combien 450. 450 000 ans. Oui. Voilà. Ça, c'est juste. Et c'est un peu normal que dans la région, on sache. Et Néandertal, lui, arrive après à environ 200 000 ans. Entre 200 000 et 150 000 ans, il progresse parce que tout ce qu'il fait, il le transmet aux générations suivantes et on voit une amélioration. Parce que là, avant, on n'a pas suffisamment d'éléments qui permettent de connaître. Il y a des choses qu'on a pu dater. On a daté un four. Le plus ancien four, je vous écoute. Pour le deuxième apéritif de la soirée. Ah non, pas deux, là, vous n'avez pas le droit. Allez, ouais, jetez-vous à l'eau. Non, dans le four. Combien? J'ai pas entendu. J'ai rien dit, mais 800 000 ans 780 000. Je vous assure que je vivais vraiment le plus grand du hasard. Fois, le hasard fait bien les choses. On va dire. L'apéro garanti. 780 000, c'est le premier four. Et ça veut dire qu'effectivement, alors, puisque vous êtes très calé, je vais vous demander à quelle température il chauffait. Il n'y avait pas de thermomètre. 300 degrés. Détrompez-vous. Les ethnologues sont capables de trouver des choses qu'on ne soupçonne pas. Et on a la réponse, et je vous dirai après comment on y est arrivé à la voir. 300 degrés. 150 degrés. 600. 300. 300. 150. 200. 150. 150. 150. 500. Personne n'a dit 500, donc pas d'apéro. 150. Et oui, 700. 500. Et on le sait à cause des dents qu'on a retrouvées de ce qui avait été cuit, des animaux qui avaient été cuits. Et ça permet de savoir on était au four, on n'était pas en grillade et que le four allait à 500 degrés. Donc c'est pas moi qui ai calculé, je vous rassure, mais j'ai été aussi, la première fois que j'ai vu ça, stupéfait qu'on soit arrivé à définir. Eh bien on y est arrivé et les ethnologues font des recherches qu'on ne soupçonne pas au niveau de la qualité en prenant tous les éléments à disposition. Donc, Néandertal a commencé à éduquer les générations qui ont succédé et qui étaient des Néandertaliens. Et la pierre, eh bien, il a amélioré la pierre parce que la pierre, c'était son outil numéro 1 pour la chasse, et puis outil intérieur pour tout ce qui concerne la cuisine. Mais c'est surtout par rapport à la chasse qu'il fallait faire à la fois des lances, des poignards,
des coups de poing, donc des harpons, parce qu'ils prenaient aussi des poissons. Donc ils sont arrivés, et ils sont même arrivés à joindre avec une colle qui était faite à partir d'écorces d'arbres en sous-sol, sous la terre. Ils arrivaient à créer une colle qui permettait de joindre la pierre et le bois. Donc c'est des choses qu'on ne soupçonne pas. Et ça, il faut en avoir conscience pour comprendre la suite. Alors maintenant, on va avancer. Néandertal, on a retrouvé quelque chose qui est à Bruniquel, ça se trouve dans le Tarn-et-Garonne, en 1990, qui était une grotte, qui n'était pas... il y avait des marques de ce qu'on appelle une chambre aux anneaux, mais ils sont des stalactites qui ont été découpés pour devenir des stalagmites et faire comme ça quelque chose dont on ne connaît pas évidemment le sens, mais dont on a la sécurité qu'ils n'habitaient pas là parce que c'est à 350 mètres de l'entrée, donc vraiment au fond, et on a pu trouver qu'il éclairait, et je ne sais pas si vous avez essayé d'éclairer dans une caverne, mais à ce moment-là on ne respire pas longtemps. Il est arrivé avec des graisses animales à avoir des lampes de faible intensité, comme on dit maintenant, mais qui lui ont permis d'avoir effectivement dans ce lieu des réunions sur lesquelles on ne sait pas davantage, mais ce dont on est certain, parce qu'on le trouve déjà à 430 000 ans avant notre ère, des symboles funèbres à côté d'ossements, et on en a trouvé depuis cette époque-là régulièrement. Donc il y avait une certaine recherche de reconnaissance du mort et de lui apporter quelque chose de par les vivants qui l'entouraient, et de prendre un endroit où on était à l'écart. Après, on arrive à l'Homo sapiens. Homo sapiens, on le connaît chez nous, mais au départ, il est en Afrique. Et on pense que c'est en Afrique qu'il a commencé à faire tout ce qu'on a découvert par la suite en Europe, mais dans tous les autres continents. Et les premiers mythes viennent de cette époque-là. Et le premier de tous les mythes, c'était, parce qu'il y a une science qui s'appelle la philomémétique, qui a pour but de faire un arbre généalogique des mythes. Là aussi, ne me demandez pas comment ils font, mais je sais que ça existe, et qu'ils sont capables, à l'aide d'un ensemble d'éléments qu'ils ont retrouvés, de comprendre comment l'architecture s'est effectuée. Donc, il est arrivé à ce premier mythe qui est de penser que la Terre était creuse, je ne dis pas solide, mais creuse, et que à travers la Terre, c'est là où l'homme est apparu, à l'intérieur de la Terre. Et puis un jour, il a découvert par une grotte la sortie. Et que il y avait lieu de réensemencer la grotte pour que la population continue à sortir de terre et arriver vers la nature. Et ce simple fait, qui dit grotte, donne donc un aspect de la grotte qui est
un aspect tout à fait de transition entre un monde et l'autre. Mais quel est l'animal qui symbolise le mieux la grotte pour l'apéritif? C'est le mammouth. Le mammouth. Alors les mammouths dans les grottes, ça, je ne l'ai pas vu. L'ours, voilà pour l'apéritif. Ouais, vous êtes deux. Oui, c'est l'ours. Et l'ours a été fêté, et l'est toujours. Et nos fêtes de l'ours du Haut-Val-Espire remontent à cette époque-là. Et dans tout, c'est pas direct, hein, c'est pas quelque chose qu'on a repris, mais ça a existé tout le temps, y compris au Moyen-Âge, y compris en période classique. Après, plus récemment, il y a eu toujours des fêtes pour la sortie de la caverne de l'ours. Et la sortie de la caverne se fait au moment où il venait voir s'il faisait suffisamment bon pour mettre son nez dehors. Et c'était janvier-février. Et jusqu'au tout début du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui la Chandeleur s'appelait la Chandeleur. Et l'ours, donc, et c'est pour ça que l'UNESCO a donné une reconnaissance immatérielle aux fêtes de l'ours qui sont faites, et ça vient de cette époque. Donc, l'ours, il avait son rôle, la caverne avait son rôle. Et dans cette caverne, alors nous, ça, on les connaît mieux que les sites de Néandertal, parce que, ils sont beaucoup plus développés. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a les peintures rupestres, il y a les formes, il y a la lumière, puisque la lumière, on a vu qu'elle existait déjà auparavant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui manque pour faire une cérémonie complète? La nourriture. Voilà! Un instrument de musique, oui. Ah, d'accord. On a retrouvé et ça, jamais un guide, chaque fois que je visite, que ce soit à Lascaux, que j'avais visité à l'époque, Lascaux 2, que ce soit maintenant les grottes qui sont dans l'Ardèche, on parle de musique. Eh bien, ils ont retrouvé des tas d'instruments de musique. Et mieux que ça, ils ont reconstitué des cartes de résonance dans chacune des galeries pour se rendre compte de ce que ça crée comme musique. Et tous les ethnologues disent ils parlaient. Donc il y avait aussi cette part de son qui n'était pas que la musique, mais qui était aussi la parole. Alors leur langage, évidemment, on ne le connaît pas puisqu'on ne risque pas d'avoir de tablette, mais il y avait une transmission orale, et même au niveau de Néandertal, une ethnologue américaine qui s'est passionnée sur Néandertal dit qu'il racontait déjà des histoires. Donc, voilà déjà un premier contexte. Et s'il se trouvait dans ces galeries, là aussi, ces galeries, elles étaient complètement à l'extérieur. Lui, il vivait soit en abri contre une grotte, mais à l'entrée, soit avec des pots, puisque quand il avait chassé, il avait toute une partie pour tanner les pots, ils étaient même capables de les imperméabiliser avec des produits qu'ils avaient trouvés dans la nature. Et donc, cette grotte, elle était là aussi un endroit où ils se retrouvaient ensemble pour pouvoir communiquer entre eux quelque chose qu'on ne connaît pas davantage, mais qui était une cérémonie. Et
Et est-ce qu'il croyait à quelque chose? Eh bien, la réponse est oui. Par le deuxième mythe dans la hiérarchie, qui est, lui, il vient de la nature. Quand on couche dehors, qu'est-ce qu'on voit? Le ciel et les étoiles, les beaux jours. Et au niveau des étoiles, quelle est la partie la plus fascinante? Quand j'étais enfant, c'était ce que je regardais en premier quand mon grand-père me disait d'aller regarder les étoiles. Vénus. Vénus. Non. Hein? La Lune. La Lune. Il est filant, bonheur. C'est une étoile filante. Étoile filante, étoile filante. Il y en avait sûrement, mais c'est pas ça qui les a frappés. La Voie lactée, qui c'est qui a dit ça? Celle qui servira à l'apéritif. Voilà. Oui, la Voie lactée, parce que c'est un ensemble. Et donc, quand Homo sapiens est parti d'Afrique et est allé sur tous les autres continents, et on a trouvé très récemment les continents, l'endroit, parce que l'Océanie, ça paraissait bizarre qu'il y soit arrivé, mais on a trouvé où il y a quelques mois, c'est-à-dire c'est très récent. Donc, oui, il est allé partout. En France, il est arrivé, là je ne vous pose pas la question, parce qu'en plus, ça a changé il y a 2 ans, on était à 45 000 ans et maintenant on passe à 54 000 ans. Et il a commencé, les grottes sont plus anciennes, celle de l'Ardèche c'est 35 500 ans, et celle de Lascaux c'est beaucoup plus récent, c'est 21 500. Donc pendant cette période-là, il a utilisé ces grottes et il avait la conviction que l'homme, comme ce qu'il voyait autour, le soleil se lève, se couche, ça n'empêchera pas qu'il se relève et qu'il se recouche. Pareil pour la nature, il vivait pas simplement de la chasse, mais aussi avec des racines, des baies, des fruits. Donc vous voyez qu'il y avait des saisons qui se suivaient, qui revenaient. Donc que tout ça, c'était comme la vie, la mort, quelque chose qui allait se renouveler. Et il est parti du principe que le chemin qu'allaient prendre les morts, c'était la Voie lactée. Et en Chine, on parle du fleuve céleste, pour déterminer la Voie lactée. Et dans tous les pays, la Voie lactée a eu un impact. Et ce chemin, en France, s'appelait le chemin de Saint-Jacques. Et Saint-Jacques de Compostelle, Campus Stellae, le champ des étoiles. Voilà. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont faciles à expliquer quand il y en a qui ont travaillé pour arriver à comprendre et à détecter tout. Mais ça montre qu'effectivement, on a une antériorité forte et que ce qui faisait effectivement était quelque chose qui pour eux était tout à fait cohérent. On va faire une petite pause. Si je peux avoir un peu de musique, je m'assois une petite seconde.